Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boop Boop le podcast. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très particulier qui touche à la fois la maternité, la résilience et l'espoir, l'allaitement après un cancer du sein. Octobre Rose est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est l'occasion de rappeler l'importance de l'autopalpation régulière et de consulter son médecin ou sa sage-femme au moindre doute. Le diagnostic précoce sauve vraiment des vies. On le rappelle en France, une femme sur 8 a un cancer du sein. Dans ce contexte, nous avons la chance d'accueillir Clémence, maman de 3 enfants, qui a traversé un cancer du sein à 25 ans, une mastectomie, des traitements lourds et qui allaite aujourd'hui avec un seul sein. Son parcours est incroyable et porteur d'un message d'espoir pour toutes les femmes qui se demandent « Et moi, pourrais-je allaiter après un cancer ?» Et pour rappel, il y a 1 an, nous avions fait un épisode avec Aline qui a eu un cancer du sein après avoir allaité 4 enfants, dont son dernier qui avait 2 ans quand la maladie s'est déclarée. Et aujourd'hui, Aline va beaucoup mieux, même si elle reste sous surveillance et il y a toujours un parcours chirurgical prévu. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée avec Clémence et son bébé Diane. Et il y a aussi des petits bruits de ma bébé aimée. Un grand merci Clémence de nous avoir contactés pour raconter ton histoire. On est très heureuse et fiers de t'avoir à notre micro. Alors Clémence, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton histoire d'allaitement sur laquelle on va revenir en long, en large? Alors bonjour Cassandre et bonjour Hélène. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'espère pouvoir aider un maximum de femmes et de jeunes femmes allaitantes. Donc je m'appelle Clémence, j'ai 37 ans. Je suis notaire et je viens d'Arras, près de Lille. Ma famille se compose de mon mari, Maxime, et de nos 3 enfants. Victoire qui a 3 ans et demi, César 2 ans et Diane qui a 2 mois. Donc oui, c'est assez sportif, mais on s'en sort. On connaît. Vous connaissez toutes les deux. Ma famille, c'est aussi mes parents, je suis assez proche d'eux, et mes 2 frères. Et on enregistre aujourd'hui avec Diane, du coup. Diane. Et Aimée, donc il y aura peut-être des petits bruits de bébé pendant l'épisode. Alors, déjà, peux-tu nous raconter ton histoire, ton diagnostic à 25 ans et ce que tu as traversé ? Oui, alors donc nous sommes en 2015, c'est il y a 10 ans maintenant, et je me remets au sport avec une copine. Donc les bonnes résolutions du mois de janvier, on s'y remet, et dans ma brassière, lors des entraînements, je sens une petite boule au niveau du sein droit. Bon, je m'alarme pas plus que ça, je me dis ça doit être un kyste. J'en parle quand même à ma maman, elle est biologiste, donc dans le milieu médical, et je lui dis voilà, je sens une petite boule au niveau du sein droit, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, écoute, si ça te rassure, prends rendez-vous chez la gynéco et puis on verra ce qu'elle en pense. Aussitôt dit, aussitôt fait, je prends rendez-vous chez la gynéco, celle-ci m'ausculte, effectivement, elle sent un kyste au niveau du sein droit et elle me dit, alors écoutez, je pense que c'est un kyste bénin, étant donné que vous avez 25 ans, mais si ça vous rassure, faites une échographie. Alors, j'étais pas inquiète. Moi, les cancers du sein, à 25 ans, j'en avais entendu parler, mais vraiment... pour moi, c'était des campagnes de sensibilisation pour les personnes qui avaient 50 ans et plus. Donc, j'étais vraiment pas inquiète. Mais je vais à l'échographie, puisqu'elle me prescrit une échographie. Donc, j'y vais. De là, ils voient une masse et ils me disent eh bien, on va faire en plus une mammographie. Alors, mammographie, je ne sais pas si vous en avez déjà fait une. Ouais, tu pinces. Ah oui, c'est vraiment... C'est 2 plaques de verre. Et moi, j'ai une petite... Enfin, j'ai pas une poitrine généreuse, donc c'est vrai qu'ils écrasent les seins, c'est pas agréable, mais bon, je fais l'examen. De là, ils me parlent de tumeur. Donc, ils me disent, après la mammographie, on a vu une tumeur, mais certainement bénigne. Pour être sûr qu'elle soit bénigne, faites une biopsie. Enfin, on fait systématiquement une biopsie. Donc, ils vont prélever un petit bout de tumeur et puis ils vont voir si c'est malin ou bénin. L'analyser, c'est exactement ça. Donc, je vais faire cette biopsie et on me dit à la biopsie, voilà, c'est fait, vous allez avoir les résultats dans 3 semaines.
Très bien. Donc, les jours passent et au bout de 10 jours seulement, ma gynéco me rappelle en disant écoutez, je veux vous voir rapidement. Vraiment au plus vite. Voyez au niveau de votre agenda. Alors, je vous avoue que ça ne m'arrangeait pas du tout. Moi, j'étais au boulot avec mon équipe que j'adore et je dis non, je ne vais pas prendre une journée. Donc, je lui demande si un samedi, c'est possible. J'essaye de décaler. Elle me dit non, je veux vous voir demain matin, 9h. Bon, j'ai la poisse. Il faut que je m'arrange au boulot. Ça s'arrange. J'y vais, donc j'appelle ma maman. On est très proche avec ma mère. Donc, je lui dis j'ai un rendez-vous demain à 9h. Elle me dit ok. Je vais venir avec toi quand même, parce que les résultats, c'est quand même bizarre qu'elle ne te les ait pas annoncés au téléphone, donc je viens avec toi. On n'annonce jamais rien au téléphone, normalement. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est des mauvaises nouvelles, souvent, c'est quand c'est des mauvaises nouvelles, on n'annonce pas au téléphone. Après, c'est vrai que quand c'est plutôt rassurant, on le dit au téléphone. Ouais. Donc là, je me dirige vers le rendez-vous du gynéco avec ma maman et on s'assoit et la gynéco me dit vous avez un cancer du sein. Alors, c'est une gynéco qui va partir en retraite dans l'année. Elle est assez cash. Donc, elle m'annonce comme ça, vous avez un cancer du sein, vous êtes jeune, il va falloir aller vite et trouver un hôpital assez rapidement. Okay. Bon, ok. Ouais. Voilà. Gynéco qui t'avait dit, en gros, 3 semaines avant, normalement, faites une écho pour vous rassurer. C'est exactement ça. Elle m'avait dit, faites-la vraiment, mais 25 ans, normalement, il n'y a pas d'antécédents dans votre famille, faites-la pour vous rassurer. C'est exactement ça. Donc, on sort du cabinet. Alors, moi, je suis un peu choquée, mais pas en pleurs, pas dévastée. Ma maman non plus. En tout cas, elle le cache bien. J'ai pas l'impression. On sort de là, on se dit, il va falloir trouver un hôpital. Par contre, donc je lui dis, est-ce que tu en connais un ? Non. Donc on rentre. Mais c'est pas la gynéco qui t'oriente. Non, du tout. Il fallait que je trouve un hôpital pour soigner le cancer. Okay. Oui. Donc je rentre chez mes parents. Alors mon père était là. Donc alors lui qui bosse à fond, c'était un peu bizarre. Donc je me dis, ça devient sérieux cette histoire. Et je les vois tous les deux. Donc mon père, ma mère cherchaient un hôpital. Je me dis, oh là là. Et mon père tombe sur l'Institut Gustave Roussy, l'IGR à Paris, très bien classé. Donc, il me dit, allez, si t'es partante, on va là-bas. Donc, sincèrement, je n'y connais rien. Je dis, ok, allez, go. Mais t'habitais dans le Nord. Oui, et t'allais à Paris. Ouais. On avait l'impression que Paris, on allait avoir une meilleure prise en charge. Alors que c'est peut-être complètement faux. Il y a Lille, ils sont très bien, Carlandré aussi. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, les jeunes, l'IGR, Institut Gustave Roussy... donc, étant jeune, j'ai un rendez-vous très rapidement à l'Institut Gustave Roussy. Ça, on va dire que c'est l'avantage dans mon malheur. J'ai quand même des rendez-vous hyper rapides avec une oncologue. Donc, je vais systématiquement à l'IGR avec mes parents et c'est plutôt un bon moment. On est en voiture, je me rapproche d'eux à cette période-là. Donc, ça n'a pas que du négatif. Alors, l'oncologue me reçoit dans son bureau alors, elle me reçoit pendant 1h et quart. Sincèrement, je ne retiens pas tout ce qu'elle me dit. Je suis juriste, je ne suis pas du tout du milieu médical. Donc, j'ai retenu 3 choses du rendez-vous. La première chose qu'elle me dit, c'est un cancer connu, le cancer du sein. On sait le soigner. S'il y avait un cancer à choisir, c'est celui-là. Donc, je me dis, très bien, j'ai choisi mon cancer. Je n'ai pas choisi, mais voilà. Deuxième chose, elle me dit que je vais perdre mes cheveux. Alors, moi, je suis brune, vous le voyez, les cheveux assez longs. J'y crois pas trop sur le moment. Je me dis... je suis jeune, elle me dit je vais perdre mes cheveux, mais c'est sûrement les personnes de 60 ans qui perdent leurs cheveux. Mais elle t'a pas dit que c'était à cause du traitement ? Si, elle me dit c'est à cause du traitement. 3 semaines après la première injection, tout tombe. Inévitable. Et toi, tu te dis non. J'y croyais pas. Je me dis vraiment les cheveux. Donc je l'entends, mais sans vouloir l'entendre, je pense. Et 3e chose, elle me demande si je veux des bébés. Si je veux des enfants plus tard, si j'ai un projet de maternité. Donc, j'en avais pas dans l'immédiat, mais elle me parle de préservation de fertilité. Elle me dit les traitements vont être vraiment agressifs, donc il faudra préserver votre fertilité avant de commencer, chimio, etc. Parce que là, tu connais déjà ton mari ou pas du tout ? Non, pas du tout. T'as 25 ans, t'es pas étudiante, tu travailles ? Non, je travaille, je sortais d'une rupture un peu compliquée, je travaillais et là, je connaissais pas encore mon mari. D'accord. Donc là, la question, elle est quand même... un peu compliquée, mais en même temps, à 25 ans, je savais que je voulais être maman. Je voyais vraiment une famille avec enfants. Je me disais, c'est vraiment un but pour moi dans la vie. Je veux des enfants, c'est sûr.
Pas tout de suite, parce que voilà, mais j'en voudrais. Donc, Et du coup, en quoi consiste la préservation de la fertilité ? Alors, préservation de fertilité, ça se fait dans une clinique spécialisée en préservation. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'était la clinique Jean Verdier à Paris. Donc c'est mon oncologue qui me prend un rendez-vous pour aller à la clinique Jean Verdier et pour me faire des prélèvements d'ovocytes. Alors, prélèvement d'ovocytes, ça se fait sous anesthésie générale. J'ai deux opérations sous anesthésie générale et ils arrivent malheureusement à prélever que 2 ovocytes. Alors, c'est pas beaucoup parce qu'en fait, les ovocytes, ça peut mourir lorsqu'ils les prélèvent, ça meurt à la congélation. Voilà, c'est ça. Donc, ils en ont que 2. Ils me disent, bon, c'est très peu. Ce qu'on va faire en plus, c'est un cortex ovarien. Donc, on va couper, de ce que j'ai compris, on va vous couper un petit bout d'ovaire qui contient les follicules, les amas de cellules, et c'est ça qui produit... voilà, exactement. Donc moi, je suis assez rassurée, je fais les opérations, et je me dis, bon, si un jour je veux un enfant, j'irai tout décongeler. Tout est à Jean Verdier, au congélateur. J'appelle mes petits ovocytes Findus et Croustibat, et ils me suivront. Je me dis, c'est bon, ils sont là, donc si un jour j'ai un projet bébé, je suis assez rassurée à ce niveau-là. Et ça, c'est fait parce que le cancer peut abîmer la fertilité ou c'est les traitements ? Non, c'est les traitements. C'est les traitements. Okay. Elle me dit surtout la chimio. Je pense pas les rayons. Okay. Maintenant, les rayons, c'est pas dirigé. C'est localisé. Voilà, donc c'est vraiment la chimio, bien sûr. Et des personnes malades en âge de procréer, on conserve quoi qu'il arrive. D'accord. Enfin, sauf s'ils refusent, s'ils veulent pas, il n'y a pas de projet, voilà. Mais à 25 ans, ça paraît logique. Et ok, donc en gros, tu fais tout ça avant de pouvoir commencer les traitements. Voilà, c'est ça. Parce que là, tout est sain. Ouais, une fois que c'est fait, tu commences la chimiothérapie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il faut savoir que la tumeur que j'avais était très grosse, 6 cm. Donc, il me parle de chimiothérapie et de radiothérapie. Il ne me parle pas tout de suite de mastectomie. Et ils me disent, on va voir comment vous réagissez au traitement. Si la tumeur diminue, vous n'aurez peut-être pas forcément une mastectomie, on enlèvera peut-être un bout, mais peut-être pas la totalité. Bon, je dis, on part en chimiothérapie et on verra effectivement si ensuite il y a une mastectomie. Est-ce que tu sais le type de cancer que tu avais ? Oui, c'est un cancer HER2 positif. Donc c'est 20%, je crois, des cancers du sein. Il n'est pas génétique, il n'est pas hormonodépendant. Donc ça, c'est assez rassurant. Et j'ai pas le gène d'Angelina Jolie. C'est le BRCA. Voilà. Donc si connu sous le nom de Angelina Jolie. Donc si mastectomie il y a, ce sera vraiment que le sein malade et pas les deux. Bon, d'accord. Je me souviens qu'on met une petite puce dans la tumeur pour la localiser. Voilà, comme ça ils la suivent. Et on me pose aussi le porte-à-4. C'est le petit boîtier. La chambre pour mettre les produits. Ouais. Exactement, pour faire les injections. Donc les chimios commencent et j'ai de la chance, je ne suis pas malade du tout, pas de vomissements. Sincèrement, ça se passe plutôt bien. Plutôt bien, oui, c'est une chimio, mais oui, ça se passe plutôt bien. Le souvenir que j'en ai vraiment douloureux des chimios, c'est pas le produit, c'est le casque réfrigéré qu'ils nous mettent sur la tête. Ça, vraiment, c'est, il faut le garder, c'est au mental. Il faut se dire, allez, c'est 2 heures de chimio, je le garde. Donc, ils mettent le casque glacé sur la tête, qui est chauve, parce qu'au bout de 3 semaines, les cheveux tombent réellement. Ils nous mettent des gants glacés, et pour les pieds, pareil pour les ongles. Et ça, dès que ça commence à être décongelé un petit peu, hop, on voit un soignant aller rechercher le casque, et on se dit, ça, c'est un peu la torture. Pas vraiment les traitements, la chimio en elle-même, mais je trouve que le casque, et j'ai un souvenir d'une patiente en chambre, parce qu'on était plusieurs, qui l'a enlevé, qui dit, moi, c'est tout, je ne le supporte plus. Et son mari qui lui dit, mais regarde la petite jeune en face de toi, elle le garde, ce casque, prends exemple. Et sa femme lui répond, alors, on était en plein été, je vais couper une demi-pastèque, je vais la mettre au congélateur et je vais te la mettre sur ton crâne chauve. Tu vas voir combien de temps tu restes avec cette pastèque. Donc, c'est vrai que ça, c'est douloureux. Les chimios en tant que telles, moi, j'ai pas eu de souvenir horrible des chimios. Et à ce moment-là, tu avais tes parents qui étaient très soutenants, mais tu avais tes amis, tes collègues. Oui, alors, pour bien vivre les traitements, moi, j'ai pris le parti de le dire à très peu de personnes, à mon cercle vraiment proche. C'est-à-dire que j'ai une dizaine de très, très bonnes copines, de groupes différents, collège, lycée, etc. Et je l'ai dit à ces personnes-là. Comme ça a évité, j'avais pas envie qu'on s'apitoie sur mon sort ou qu'on dise oh là là, ou alors juste Clem, je peux pas lui raconter cette histoire-là parce que c'est futile pour elle avec ce qu'elle vit. Non, au contraire, racontez-moi. Vous cognez l'orteil sur un coin de table, dites-le moi. Enfin, vraiment, te tenais dans
je voulais qu'on continue. Et puis, ça m'a permis de continuer à avoir une vie sociale. J'allais à Arras, il y a le Main Square Festival. Je faisais le festival. Je pouvais continuer vraiment. Je travaillais aussi. Ça m'a bien aidée. J'étais en mi-temps thérapeutique. Oui. C'est-à-dire que je prenais quand même une semaine. Quand j'avais mes chimios le lundi, voilà, je prenais une semaine pour récupérer. Et après, j'avais 2 semaines où je retravaillais. Et ça m'a vraiment permis de... Donc, j'avais un gros cercle vraiment assez soudé. Ouais, tu avais l'air de bien gérer, d'être bien entourée. J'ai été super bien entourée. Ouais. Vraiment, c'est hyper important. Être super bien entourée, avoir le moral, rire. J'ai plus de souvenirs de fou rire que de pleurs. Vraiment, essayer d'avoir un peu d'autodérision. Essayer de vraiment... Au final, tu étais jeune, mais tu étais méga mature pour être malade. Oui, je pense que c'est ça qui t'a aidé. Peut-être. Je sais pas, à 25 ans, mais alors soit je ne réalisais pas trop, soit je me disais, enfin, je l'ai vraiment pris comme un challenge. Je me suis dit, allez, go, j'ai une épreuve comme ça. On en a tous des épreuves de vie. Je vais y arriver. On m'a jamais parlé de mort, donc allez, on y va et puis ça se passera bien. Pour moi, l'issue était forcément bonne. Et quand tu allais faire tes chimios où il y avait d'autres femmes atteintes, tu étais la plus jeune du coup? Oui, la plus jeune, vraiment. Et c'était perçu comment? Enfin, est-ce qu'on te questionnait là-dessus ou chacun dans son truc? Ce qui était drôle, c'est que donc, j'avais une perruque parce que la chimio, effectivement, donc, mes cheveux sont tombés par poignée. Et en fait, j'y allais toujours donc, accompagnée de ma mère. Et les gens regardaient plus... Comme la perruque était semi-naturelle et hyper bien faite, les gens regardaient plus ma maman, qui avait une 50aine d'années, en disant... Et j'avais envie de dire non, mais c'est moi. et quand ils me voyaient, oui, ils avaient des airs un peu tristounes, en disant elle est jeune. Ça... Mais je ne sais pas s'il y a un bon âge entre l'avoir à 25 ans et de l'avoir à 50 de toute façon. Non, il n'y a pas d'âge pour le cancer, mais c'est plus par rapport justement à ce qu'on parlait de maternité et tout ça. Est-ce que c'est un truc qu'on te remettait un peu Oui, des fois on m'en parlait en me disant, souvent on me disait, est-ce que vous avez déjà vos enfants? Bah non. Voilà, cette phrase, elle est dure. Ouais. Et de là, je disais, non, mais on a fait ce qu'il fallait à l'hôpital Jean-Verdier, tout est congelé, donc jusqu'au si bas de son âge, ça devrait marcher. Mais c'est vrai que oui, c'était surtout sur le point de la fertilité. D'accord. Et donc tes traitements, ils ont duré combien de temps? Alors, mes traitements ont duré 1 an et demi, de 2015 à 2016. Et d'ailleurs, en parlant de fertilité, effectivement, il me disait aussi... attention, donc ça s'est terminé, tout s'est fini en 2016. Je ne pouvais pas avoir de projet bébé dans les 5 ans qui suivent les traitements. Parce que c'est dans tes cellules encore. Voilà, trop gros risque de récidive. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu mis la niaque aussi, où je me suis dit, ok, dans ce cas-là, ça m'amène à 2021. Donc il va pas falloir trop traîner, parce que j'ai passé 30 ans en 2021. Donc là, il va falloir effectivement avoir ce projet bébé. Voilà, en 1 an et demi, tout a été fait. Donc, chimiothérapie, mastectomie, radiothérapie. Oui, parce qu'au final, du coup, tu as eu une mastectomie. J'ai eu une mastectomie. Donc, c'est une chirurgie totale du sein. Voilà, ils l'ont enlevée complètement parce que la tumeur avait quand même régressé un petit peu, mais pas assez, ou alors peut-être par prévention. Ils ont préféré tout retirer. Okay. Après, je ne me suis jamais réveillée d'une opération sans rien. L'avantage aussi, c'est qu'ils nous opèrent, donc on est endormi complètement, bien sûr, et puis on se réveille, on a tout d'abord une prothèse pour la radiothérapie, et ensuite ils m'ont reconstruite avec un muscle de la cuisse, ça s'appelle le lambeau de gracilis, qu'ils ont regreffé au niveau de la poitrine, donc j'ai jamais eu un sein et rien de l'autre côté. Ça a permis aussi de bien le vivre, je pense. Oui, ils ont fait les choses bien. Ils ont fait les choses bien, ouais, ils sont vraiment spécialisés pour ça, l'IGR. Et alors, tu as rencontré quand ton amoureux Donc 2015, donc je sors d'une rupture très compliquée, je me remets au sport à fond, cancer du sein. Bon, au travail, je rencontre un nouvel amoureux, un homme extraordinaire qui fait encore partie de ma vie aujourd'hui, mais on est plus amis qu'amoureux. Donc voilà, on a une petite idylle quand même quelques années, mais voilà, il a connaissance de tout ce qui se passe pour moi, mais voilà, on ne reste pas ensemble plus longtemps. Et Maxime, donc mon mari, alors ça a toujours été, il a été dans un groupe d'amis, je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans, donc il a suivi tout mon parcours médical. Il fait partie de ces 10 amis proches à qui je dis tout. Donc il a suivi, il m'a vu avec ma perruque, etc. Et je l'ai rencontré un petit peu avant la fin des traitements. Par contre, on s'est vraiment mis en couple vraiment à la fin des traitements. J'avais envie d'être tranquille avec tout ça, pour pouvoir entamer une nouvelle histoire d'amour. D'accord, donc tu le connaissais et il te soutenait dans ta maladie. Vraiment, c'est ce que j'appelle ma force tranquille. Il m'a soutenue tout du long.
Il était là, il savait quand j'allais en chimio, il savait... Et lui était secrètement amoureux de moi. Quel brave. Quel brave, et il est resté, donc voilà, génial. D'accord, donc vous vous mettez en couple, toi tu sais que tu dois pas faire d'enfant en 2021, c'est ça? C'est ça. Donc, on me dit effectivement pas d'enfant dans les 5 ans qui suivent les traitements, donc 2021. 2021, ils me prennent un rendez-vous avec un gynéco qui est spécialisé en PMA, toujours sur Arras, un super gynéco qui me dit ça va être compliqué pour vous avec la chimio, avec les traitements. J'ai eu aussi de l'endométriose, donc ça n'aide pas. Mais essayez quand même naturellement pendant 1 an, et puis on voit ce que ça donne. Donc on est en 2021, et j'ai ma fille qui est née en décembre 2021. Wow. Je suis tombée enceinte vraiment hyper rapidement, naturellement, sans parcours PMA, du bonheur, vraiment un miracle. Et tes ovocytes toujours à Paris dans un frigo? Ils sont restés, pendant mes 3 grossesses, ils sont restés à Paris. Et là, à la fin, on demande si je veux les donner. Donc, j'ai fait don d'ovocytes. D'accord, ouais. Voilà, mes petits ovocytes. Et donc, du coup, tu tombes enceinte naturellement en 2021. Tu as donc un sein. Oui. Je sais pas comment le dire. Oui, c'est ça, j'ai un sein. Tu as un sein qui contient une glande mammaire. Est-ce que pendant la grossesse, tu penses à l'allaitement? Pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis enceinte, je suis dans ma bulle de bonheur. Je me dis, c'est incroyable, j'ai réussi à être enceinte avec tout ce parcours. Donc vraiment, j'y pense pas du tout. C'est pas un truc. Non, vraiment. Alors, autour de moi, j'ai des amis. J'ai ma meilleure amie qui a eu un bébé, mais elle allaite pas. J'ai quelques histoires d'allaitement, mais pas tellement. Enfin, vraiment, pour moi, j'y pense pas du tout. C'est lors d'un rendez-vous avec ma gynéco. Donc, je peux choisir une gynéco. Je suis pas obligée de garder le gynéco qui m'avait mis spécialisé en PMA. Donc, je choisis une gynéco libérale que j'adore et qui va me suivre pour mes 3 enfants. Et c'est elle, lors d'une consultation, qui me dit... donc, elle m'annonce que c'est une fille. On voulait savoir le sexe. Donc, je suis super contente. Et en même temps, je me dis... Aïe, 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 une fille, les hormones, le cancer du sein, même s'il n'est pas génétique, pas hormonodépendant, l'endométriose. Enfin, une fille, pour moi, je me dis... Bon, c'est super parce que je suis très proche de ma maman. J'espère recréer ce lien-là avec ma fille. Mais en même temps, bon, on verra. Est-ce que ça peut engendrer des problèmes par la suite? On verra. Donc, elle me dit que c'est une petite fille. Et elle me demande, lors de la même consultation, est-ce que je veux allaiter? Donc, alors, ça va vous sembler fou, mais je l'ai regardée avec des grands yeux en me disant, c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Est-ce que c'est possible avec un seul sein? Alors, elle me dit, j'ai jamais eu de patientes qui ont eu une mastectomie avant de tomber enceinte, parce que ça voudrait dire cancer du sein très jeune et mastectomie avant 30 ans. Enfin, souvent, c'est 30-40 ans, les grossesses. Donc, c'est très rare. Mais elle dit, j'ai des patientes qui ont un sein défectueux ou qui ne fonctionnent pas bien. Donc, elle dit, essayez. Pour moi, je pense que ça peut fonctionner. Bon, donc je ressors de là. Et non, juste avant, elle me dit une phrase déterminante. Et c'est ça qui a fait basculer mon allaitement. Elle me dit, l'allaitement protège du cancer du sein. Oui. Sauf que, alors vous allez rire toutes les deux, je ne comprends pas cette phrase. Moi, j'ai compris que l'allaitement, l'allaitement allait protéger ma fille du cancer du sein. Mal formulé, ouais. Donc je me dis, moi qui suis stressée avec l'endométriose, tout ça, je me dis, génial. Ah oui, donc il faut que j'allaite, effectivement. Si ça protège, donc j'ose pas lui poser de questions si c'est ma fille. Pour moi, ça va la protéger elle. Donc, ok, on allaitera. Je comprendrai bien plus tard, et grâce aussi à vos podcasts, que en fait non, il faut allaiter longtemps, que ça protège plus d'un an pour que ça protège de 4,7%. Voilà, c'est ça. Un petit pourcentage, mais ça protège la maman allaitante et pas l'enfant. J'avais compris ça, et en fait, ça m'a servi parce que de là, je me suis dit, allez, go, je veux allaiter. Moi, c'était même plus une option. Si ça protège du cancer du sein, j'allaiterai. Au final, le quiproquo a fait que tu as réussi à allaiter. Grâce à ce quiproquo, cette mésentente, je me suis lancée dans des recherches. Alors, les recherches ont été un peu compliquées. J'ai tapé donc, sur Google allaitement d'un seul sein, rien du tout. Votre podcast n'existait pas. En fait, il y a pas mal de témoignages où les mamans ont leur poitrine, leur de sein, et il y en a un qui produit 5%, l'autre 95%. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages dans ce sens-là. Quand je demandais aux soignants, alors j'ai eu des retours, même certains me disaient « Oh, votre poitrine, elle a assez subi, laissez-la tranquille. » Mais non, moi j'avais envie de dire, c'est pas la double peine. C'est pas parce que j'ai eu un cancer du sein que je pourrais pas allaiter. Mais ça veut dire que quoi? C'est un fardeau d'allaiter. Enfin,
C'est vu négativement. Là, c'était oui. Vous avez déjà assez subi, ne faites pas ça en plus. Mais non, c'était pas ce qu'il fallait me dire. Puis moi, quand on me provoque un peu en me disant tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué, là j'ai ce petit côté. On voit bien que t'as un mental. Oui, j'ai un petit côté de me dire allez, j'y arriverai. Je vais jusqu'à contacter une influenceuse sur les réseaux. Alors Alice Détonelard, j'espère que j'écorche pas son nom. C'est la compagne de Camille Lacour, qui est nageur. Ouais. Et en fait, elle a un compte. Elle a eu un cancer du sein, une double mastectomie, et elle avait un bébé. Donc, je me permets un petit message perso en lui disant bonjour. Donc, on ne se connaît pas du tout. Est-ce que par hasard, vous auriez des personnes qui vous suivent, qui ont allaité d'un seul sein? Donc, elle a quand même 50 000 personnes sur son compte. Donc, elle a fait un message, une story. Et effectivement, j'ai 2 mamans qui m'ont contactée. Mais là encore, c'était pour me dire, j'ai mes 2 seins, j'ai ma poitrine. Il y en a un qui est un peu défaillant, mais ça marche de l'autre côté. Bon, j'ai pas eu le témoignage que je voulais, parce que moi, je voulais vraiment quelqu'un qui n'a plus de seins. Je me dis, est-ce que... Bon. Donc, je me dis, bon, c'est possible. On verra. On va tenter l'expérience. Ce qui a vraiment été déterminant pour moi, c'est la rencontre avec la conseillère en lactation, consultante en lactation, je sais pas comment on dit. Avant d'accoucher ? Non, à l'accouchement. Lors de mon accouchement à l'hôpital d'Arras, c'est elle qui a été super. Trop bien. C'est pas Caroline ? Caroline. C'est Caroline Tronçon. C'est celle avec qui on va faire et coucou Caro. Et coucou Caro, merci. C'est grâce à toi que j'ai réussi à allaiter. C'est exactement ça. Et c'est elle qui m'a parlé de vous et de votre podcast et qui m'a retrouvée donc lors de mon accouchement pour Diane et qui m'a dit mais incroyable, je pense à vous, il y a un podcast, il faut que vous les contactiez. Donc c'est elle, exactement, Caroline. Elle est super. Petit, il y a quand même une sororité dans leur Pas-de-Calais. Ok, et donc du coup, parce qu'en fait oui, c'est vrai que dans l'histoire que tu dis sur les 2 seins où il y en a un qui est un peu défaillant, l'autre allait, en fait on a souvent un sein qui produit plus que l'autre. Toi, tu pouvais pas savoir si celui qu'on t'a enlevé, il était défaillant ou pas. Et donc, si ça se trouve, il te restait qu'un sein qui produit. Du coup, oui, on peut pas savoir. Mais tu t'es dit, on y va. Donc, quand ton bébé est né, l'accouchement se passe bien. Incroyable. Franchement, plus beau jour de ma vie. Et là, vous l'entendez avec mon sourire. Non, vraiment super. Bon, il y a eu un petit couac médical quand même. Moi, mon parcours médical est un peu chaotique. Donc, j'ai fait un HELP syndrome. Donc, c'est une variante de la prééclampsie juste avant d'accoucher. Donc, j'ai pas pu accoucher par voie basse. C'était une césarienne d'urgence, code rouge, où ils m'ont transféré. Je devais accoucher Le traitement, c'est la délivrance, c'est le fait d'accoucher. C'est ça. Ouais. Il fallait que j'accouche super rapidement. Donc bon. Mais sinon, accouchement génial. La césarienne se passe merveilleusement bien. Vraiment, j'ai pas de soucis. Maxime est juste à côté de moi. Victoire, elle pousse son premier cri. Et on me la met sur la poitrine. Oui. Donc, ce qui me choque, ce qui tout de suite m'interpelle, c'est que donc elle était vraiment sur moi, donc sur mes 2 seins, ce qu'il en reste. Et tout de suite, comme un petit animal, tac, 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 je la vois essayer de prendre mon sein sain, S-A-I-N, et de l'attraper. Donc, je me dis, waouh, c'est quand même incroyable. Donc, l'allaitement, mais c'est incroyable. Vraiment, ça fait vraiment un petit animal qui veut s'accrocher. Alors, malheureusement, quand on a une césarienne, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde, on doit aller en salle de réveil. Et ça dépend des protocoles et des hôpitaux, en fait. Et là, on doit aller en salle de réveil. Ils sont en train de changer. Mais... Ouais, en train de changer, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, là, je n'ai pas du tout été en salle de réveil. J'ai aimé sur moi. Ça, c'est génial. Ouais. Parce que du coup, moi, ils m'ont dit, vous allez en salle de réveil. C'est mon mari Maxime qui a fait le pot à pot. Et en salle de réveil, c'est long. Moi, je me souviens que le soignant m'avait dit quand vous voyez vos orteils bouger, vous pouvez remonter en chambre. Je l'appelais toutes les 10 minutes. Le cerveau est complètement fou. Je voyais les orteils le bouger. scope, mais c'était instinctif pour qu'ils viennent voir si ça allait. Ah oui, moi je disais ça y est, mes orteils bougent. Je me disais allez-y. Il me dit mais pas du tout. Alors que moi je dis si, je les vois. Tu peux aller en chambre en salle de naissance avec les orteils qui bougent pas. Là, il voulait. C'est le protocole. Mais donc, je remonte en chambre et là, je prends ma fille en pot à pot et c'est là que je rencontre Caroline qui vient. Elle avait entendu parler de mon parcours, de mes antécédents et donc elle vient me voir en me disant voilà, je suis la consultante en lactation de l'hôpital. Est-ce que vous avez ce projet d'allaiter? Donc, je lui dis que oui. Et là, c'est elle qui m'explique tout. Je ne m'étais pas du tout renseignée avant, à tort certainement. Mais c'est elle qui me dit qui me donne les bienfaits de l'allaitement, du pot à pot. Qui me dit que ça protège non pas le bébé mais la maman, mais bon, ok.
On a un super feeling et voilà. Et je lui dis bon bah oui, je veux allaiter, je vais essayer. Et donc elle me met tout de suite un tire-lait dans la chambre parce qu'elle me dit comme vous avez un seul sein, il va vraiment falloir tout donner. C'est-à-dire que vous allez la mettre au sein au maximum, peau à peau au maximum, plus tire-lait quand elle dort. Donc, je suis assez battante. J'ai dit, allez, ok, on prend ça comme un challenge. Oui, j'ai dit, allez, go. Et puis, alors moi, elle m'a dit de faire du pot à pot. Je suis très bête et disciplinée, très bonne élève. Je n'ai pas quitté Victoire pendant 5 jours. 5 jours. Elle était en couche sur moi. J'avais acheté des petits habits en 1 mois. J'ai rien mis. Elle était en couche. Donc, je la mettais beaucoup en pot à pot. Et j'ai réussi à allaiter. Alors, on se pose la question de allaiter après un cancer du sein. Est-ce que c'est possible ? Alors oui. Dans certains cas, l'allaitement va être possible après un cancer du sein. Clémence en est d'ailleurs la preuve. Ça va dépendre des traitements qu'on reçoit. Est-ce qu'il y a de la chimiothérapie ? Est-ce qu'il y a de la radiothérapie ? Est-ce qu'il y a de l'hormonothérapie ? Et est-ce qu'il y a de la chirurgie, comme dans le cas de Clémence, où on enlève complètement un sein ? Ça va dépendre aussi du délai écoulé depuis la fin des traitements. Clémence en a parlé. Il lui a fallu attendre 5 ans avant d'envisager d'avoir des enfants. Et bien évidemment, de la situation de chaque maman. Après la chirurgie, si un seul sein a été opéré, donc mastectomie partielle, totale, tumorectomie, l'autre peut produire du lait normalement. Le sein opéré peut avoir une capacité réduite selon l'étendue de l'intervention, section des canaux lactifères, cicatrice, sensibilité. Et certaines mamans allaitent exclusivement d'un seul sein et cela suffit pour nourrir leur bébé. Encore une fois, Clémence en est la preuve. Après la radiothérapie, donc la radiothérapie, c'est qu'on va envoyer des rayons au niveau de la tumeur pour l'affaiblir. Le sein qui a été irradié, il peut être moins fonctionnel puisque ces rayons, même s'ils sont dirigés vers la tumeur, ils peuvent toucher la glande mammaire. Donc la production de lait peut en être affectée, elle peut être faible, voire absente, car les tissus glandulaires ont pu être altérés. Mais cependant, si l'autre sein n'a pas reçu de rayons, comme c'est quelque chose de très localisé, eh bien, il peut tout à fait avoir une lactation normale. Et après la chimiothérapie, tant que la chimiothérapie est en cours, l'allaitement est contre-indiqué car les médicaments passent dans le lait et peuvent être toxiques pour le bébé. Ça dépend de quel médicament est introduit. Mais une fois la chimiothérapie terminée, selon les molécules utilisées, un délai est parfois nécessaire avant de pouvoir allaiter. À évaluer avec l'oncologue. Là, Clémence, c'était 5 ans parce qu'elle était sous surveillance pendant 5 ans, mais c'est aussi dû, je pense, à la chimiothérapie. Si un nouveau traitement de longue durée, par exemple hormonothérapie type tamoxifène, est prescrit, l'allaitement n'est généralement pas compatible. En fait, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque situation est unique. C'est indispensable d'en discuter avec son équipe médicale, l'oncologue, le gynécologue, la sage-femme et une consultante en lactation. Allaiter, ça reste possible, souvent d'un seul sein, mais le corps va s'adapter. Alors du coup, j'ai peut-être des questions bêtes. La montée de lait sur un seul sein, qu'est-ce que ça donne du coup ? Est-ce que ça fait plus mal ? Ouais. Alors, j'ai pas de comparaison, est-ce que ça fait plus mal ? Je sais pas. J'ai pas de souvenir d'avoir eu super mal. Je me souviens qu'au contraire, j'étais super contente quand j'ai eu un peu de colostrum et quand mon sein après a gonflé, je dis ça marche, ça y est, ça veut dire que je vais pouvoir l'allaiter. La montée de lait ne m'a pas fait mal, mais c'est la prise au sein. Moi, j'ai eu des crevasses tout de suite avec Victoire, avec ma première, et je pouvais pas soulager avec l'autre sein. C'est vrai. Donc on m'a amené, parce que j'en avais pas, des coquillages d'allaitement, des crèmes, donc j'essayais d'en mettre tout le temps, mais je sais que quand je voyais Victoire avec du sang dans la bouche et mon lait, je me disais est-ce que je fais pas pire que mieux, et Caroline qui me disait mais non, accrochez-vous, c'est bien. Donc j'ai continué et après les crevasses passent. Au final il faut s'accrocher un petit peu et quelques temps, le temps de l'hôpital et après ça va. Alors pour Victoire, pour ma première, je peux pas dire que l'allaitement ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'était un peu le parcours du combattant quand même, mais bon, j'ai réussi et j'étais super fière de l'avoir fait. J'ai pas tenu très longtemps. Oui, j'allais te demander, tu as réussi à l'allaiter combien de temps ? J'ai tenu 2 mois et demi. C'est déjà bien. Après, t'as refait le travail. Jusqu'à la reprise du boulot, et après je trouvais ça hyper compliqué. Alors là j'écoute de plus en plus de choses. Je pense qu'aujourd'hui je suis dans d'autres dispositions. Et puis pour moi, c'est plus facile maintenant. Oui. L'allaitement, je connais, ça me fait plus mal. Tu as un congé maternité un peu plus long. 4 mois. Le temps donc ça, c'est génial. Plus, ouais. Parce qu'on me disait, mais si, tire ton lait au bureau, prends une photo de Victoire, comme ça, tu penses à elle. C'est compliqué. On va pas le mettre au frigo. Oh là là, j'avais mes rendez-vous. Ça, j'ai pas réussi à tenir très très longtemps. Mais... Oui, mais tu peux être fière de toi. Je suis déjà très extraordinaire.
Donc grâce à Clémence, on voit que allaiter d'un seul sein, c'est possible. En effet, certaines mamans allaitent exclusivement avec un sein et cela fonctionne très bien. Pas forcément parce qu'il y a eu une chirurgie, mais parce qu'un seul sein produit. Le corps est incroyablement adaptable et la lactation peut parfaitement s'ajuster. Alors pourquoi ça arrive qu'on se retrouve à allaiter d'un seul sein? Ça peut être assez naturellement parce que bébé va préférer un côté ou on a un sein qui produit plus. Du coup, on va se retrouver à allaiter avec un seul sein. Suite à une chirurgie, une malformation ou une pathologie qui rend l'autre sein non fonctionnel. Après un engorgement, une mastite ou une complication qui fait arrêter l'allaitement d'un côté. Ou par choix personnel, parfois pour plus de confort. Alors comment le corps va s'adapter finalement? Alors il y a aussi un truc à rappeler, c'est qu'une maman qui a des jumeaux, des triplés, des quadruplés arrive à allaiter et elle n'a pas 2, 3, 4 seins. Enfin, pas 3 ou 4 en tout cas. Donc voilà, donc le corps s'adapte. Donc s'il n'y a qu'un seul sein fonctionnel, l'offre va s'adapter à la demande du bébé. Donc le sein qui est stimulé, il va produire tout simplement ce dont le bébé a besoin tout seul. Il peut assurer une lactation complète et suffisante. Les glandes mammaires vont répondre à la demande. Plus il tète, plus le sein produit. Et comme là on stimule que d'un côté, c'est un côté qui va produire plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bébé peut être rassasié avec un seul sein tant qu'il y a une bonne succion et qu'il tète efficacement. Le sein en activité peut devenir plus volumineux, plus productif, tandis que l'autre reste au repos. Et il est conseillé de tout de même varier les positions pour éviter les zones les moins drainées. Et le suivi de la prise de poids et des couches du bébé, ça reste le meilleur indicateur pour savoir que tout se passe bien. Oui, dans tous les cas, c'est quand même bien de se faire accompagner par un pro de l'allaitement. Et du coup, l'envie du deuxième enfant, il est arrivé quand ? Il est arrivé très vite. Moi, je savais que je voulais une famille, au moins 2. On est 3, nous, et mon mari sont 3 aussi. Je me suis dit, 2, ce serait chouette. Je ne savais pas combien de temps ça allait prendre non plus pour tomber à nouveau enceinte. Je n'avais pas de moyen de contraception une fois que Victoire est née, parce que quand on a un cancer du sein, je ne peux pas prendre d'hormones, même si ce n'est pas hormonodépendant. Le stérilet au cuve, ça me faisait des règles vraiment très très abondantes et j'avais eu de l'endométriose. Donc en fait, il me disait c'est compliqué pour vous. Donc je suis tombée enceinte très rapidement après. J'ai eu 2 bébés surprises après Victoire, mais donc très rapprochés, comme toi Cassandre. Mais voilà, c'est du bonheur et j'ai toujours su que j'en voulais au minimum 2. Et puis la vie a fait qu'on en a eu 3. D'accord. Et donc 3 bébés miracles. 3 bébés miracles. Il y aura une petite vasectomie alors bientôt. Alors, ligature des trompes. Tout à fait. Effectivement, j'en parlais à ma gynéco. Je dis là, c'est bon, 3, c'est déjà incroyable. On s'arrête là, on arrête les bêtises. Et je lui parlais de vasectomie. Mon mari était OK, on en a pas mal parlé. Il me dit OK, c'est moi qui ferai le job, il n'y a pas de souci. Mais ma gynéco me dit écoutez, vous allez forcément faire une césarienne parce que vous avez eu 2 césariennes. Donc, faites une ligature de trompe parce qu'en fait, la gynéco, elle va avoir vos trompes sous les yeux. Donc, vous pouvez. Donc, j'ai fait une ligature. OK. C'est quand même fou que, du coup, tu as quand même fait de l'endométriose, un cancer du sein, donc des choses qui présageaient rien de bon en termes de fertilité. Que quand on t'a prélevé des ovocytes, il n'y en avait que 2. Et qu'en fait, tu as fait 3 bébés en étant hyper fertile. Incroyable. C'est fou. Il y a une petite justice quelque part dans ton cas. Il n'y a pas de règle en fait. Et la roue tourne et là, personne ne misait sur moi pour des bébés et autant et aussi rapprochés. Enfin, vraiment, incroyable. Est-ce que tu avais développé, quelles ont été tes petites victoires du quotidien La quantité de lait, au début j'avais 20 millilitres dans mes petites fioles et puis après 50 jusqu'à 90. Alors j'arrive pas à tirer plus. Encore aujourd'hui je suis à 90, 100 quand je tire. Bon, j'ai un seul sein. Qu'un seul sein, oui. Voilà, c'est énorme. C'est énorme, ça fait déjà des bonnes petites réserves. Ma fille prend du poids, ma dernière aussi. J'avais rendez-vous ce matin pour ses 2 mois et elle grossit bien, donc ça c'est aussi une petite victoire. Et je me sens de plus en plus à l'aise avec l'allaitement. Moi, je suis un bébé biberonné, donc c'est vrai que ma maman, non, on n'a pas... Enfin, si je crois qu'elle a allaité mon dernier frère, mais autour de moi, il n'y avait pas trop de personnes allaitantes. Et au début, c'est vrai que je me disais, oh là là, c'était toute une organisation, une logistique. Bon, je vais chez le médecin, il faut que je tire mon lait, je vais le mettre au frigo, c'est 4 heures. Mais le rendez-vous, c'est dans combien de temps, etc. Et là, maintenant, je m'en fiche complètement. Je prends Diane, je la mets au sein et le regard des gens, je trouve, est de plus en plus bienveillant aussi. Je pense que c'est grâce à des personnes comme vous. Maintenant, l'allaitement... on en parle de plus en plus quand même. C'est ça. Les t-shirts sont faits pour. Voilà. Donc, tout est... Oui, il y en a, ils ne captent même pas qu'on allait. Exactement, en fait, tout à fait. Oui, je ne suis pas là. C'est vrai que je mets toujours un petit châle ou quelque chose. Mais là, je suis... Donc ça, c'est aussi une petite victoire de me dire...
je suis à l'aise avec ça. Puis je pense qu'avec l'âge, le regard des autres, on s'en fiche un peu. Et pour les 3 enfants, à chaque fois, tu as stimulé au tire-lait dès le début ou... Oui, alors ma première, beaucoup, parce que c'était compliqué, j'avais pas beaucoup de lait. Même à l'hôpital, on a dû mettre en place un dalle avec la petite paille. Et je devais la complémenter à l'hôpital. Après, quand je suis arrivée chez moi, je tirais et je donnais et ça allait. Mais j'avais pas une quantité monstrueuse. Ensuite, César, donc mon fils, mon deuxième, j'avais la bonne quantité. Je tirais quand même un petit peu pour qu'on puisse lui donner le biberon quand je partais ou quand je voulais avoir un peu de temps pour moi, seule. Mais ça allait. Et là, Diane, ma dernière, j'ai énormément de lait. Je fais des réserves, je congèle. Comme quoi, le corps, je pense qu'il a vraiment une mémoire. Et au début, c'était un peu fastidieux. Deuxième, j'ai adoré l'allaitement, etc. Et la troisième... C'est pour ça il faut faire 3 enfants, les meufs. 3 bébés. Et donc, qu'est-ce que ça t'a appris sur ton corps, tout ça, d'allaiter tes 3 enfants c'est que le corps humain est surprenant. Parce qu'effectivement, au début, donc ma première, j'en avais pas trop, après un peu plus, et là encore plus, qu'il faut se faire confiance, que le corps humain est capable du pire comme du meilleur. J'ai pas eu spécialement de chance avec le cancer, mais derrière, je peux allaiter, et là, je suis en pleine forme. Il faut lui faire confiance, et après, je suis persuadée aussi que le mental, le moral et le rire, ça joue énormément, que ce soit dans la guérison ou même pour l'allaitement. Le fait d'être plus détendu, de se dire oui, je vais y arriver. Je sais que Victoire, ma fille, je la prenais dans plein de positions différentes, et le ballon de rugby, et ça, et je me disais quelle position j'ai fait, parce qu'il faut que tous les canaux. Et en fait, là, Diane, je la prends que d'une seule position, et ça va très bien. J'avais un peu peur pour sa tête, la plagiocéphalie, comme j'ai qu'un seul sein, que je la mets tout le temps comme ça. Et au final, j'ai vu un ostéo, j'ai vu mon médecin généraliste qui m'a dit qu'il n'y a aucun souci. On va bien. Donc, je pense qu'il faut être plus détendu et faire confiance à son corps. Après, un troisième, on est plus détendu qu'un premier, c'est compréhensible aussi d'être méga stressé au premier. C'est ça. Puis de vouloir bien faire, de vouloir que ça marche. Qu'aimerais-tu dire aux femmes qui ont un cancer du sein et qui hésitent à allaiter ? Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des futures mamans, enfin des femmes. On espère. Oui. Mais c'est vrai que peut-être elles peuvent se retrouver dans ton parcours. Que vraiment c'est possible. La preuve, je l'ai fait. Je parlais tout à l'heure de double peine. C'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on ne peut pas allaiter. Sincèrement, c'est faisable. Le corps humain est capable de beaucoup de choses. Si c'est un désir, un choix pour elle, il faut vraiment tenter l'expérience. Après, j'aimerais quand même dire que l'allaitement, c'est pas inné. C'est vraiment un engagement, c'est un investissement, ça s'apprend. C'est du temps à passer, mais c'est tellement de bonheur que tentez l'expérience et vous verrez. Tentez. Après, voilà, ça vaut le coup d'essayer. Après, je te rappelle que tu as eu beaucoup de chance. Si on a un seul sein, ou je pense aussi aux personnes qui ont des réductions mammaires, quand la glande est touchée, il faut se faire accompagner, parce qu'en fait, aucun soignant ne pourra prédire de si ça va marcher ou pas. Parce que, par exemple, supposons qu'on t'ait enlevé un sein qui était très fonctionnel et que l'autre avait une petite glande mammaire, ça aurait pu, en tout cas, pas faire un allaitement exclusif. Donc, c'est super que ça l'a fait. Mais voilà, vraiment se faire accompagner dans ces cas-là, parce que c'est trop bien de savoir que c'est possible. Je trouve ça, en plus, ça, même pour les mamans qui n'ont aucun souci, c'est très bon à savoir, parce qu'on se stresse surtout au premier sur est-ce que j'ai assez de lait, est-ce que machin, est-ce que je fais assez et tout. Il y a des femmes en fait qui traversent des trucs incroyables, qui ont qu'un seul sein et qui arrivent à allaiter exclusivement. Donc c'est le savoir, je trouve que ça aide vachement à remettre un peu les choses en perspective. Et du coup, après toutes ces épreuves, est-ce que tu as le sentiment que l'allaitement, ça t'a apporté quelque chose personnellement ? Oui, vraiment, je me sens encore plus forte aujourd'hui. Je pensais pas en être capable, donc là j'ai une certaine fierté aussi, sans prétention aucune, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. Donc je vous le disais, le moral ça joue, le mental, le rire, voilà, c'est hyper important. Mais je profite encore plus de la vie, je relativise beaucoup de choses. Tous les jours, je dis à mon mari et autour de moi qu'on a beaucoup de chance. Je trouve que là, ça y est, c'est la meilleure période de notre vie. On a des petits bouts en bonne santé. Moi, j'ai encore mes parents. Enfin, vraiment, toutes les planètes sont alignées, enfin. Je me suis encore plus rapprochée de ma famille, de mes amis. J'ai fait des super rencontres, même durant la maladie. Et là, en allaitant, je trouve qu'il y a une sororité autour de l'allaitement où, quand on se regarde, même au restaurant, quand j'allaite, parce qu'il m'arrive d'allaiter maintenant au restaurant, chez le coiffeur, et on se regarde avec des mamans et on sait qui a allaité. On voit les regards vraiment bienveillants. Et c'est vrai que l'allaitement, moi, c'est ma revanche sur la maladie. Donc là, j'ai des personnes autour de moi, même, alors elles sont bienveillantes, mais elles me disent « Oh, t'allaites encore le 3e, et combien de temps ? Parce que ça doit te fatiguer, puis tu peux pas trop déléguer. » Alors, je sais que c'est bienveillant, enfin, ça part d'un bon sentiment,
Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment ma revanche sur mon corps, sur ma vie. Donc, si je veux l'allaiter... C'est mon choix. C'est mon choix. Si je veux l'allaiter longtemps. Et donc, voilà, j'ai appris aussi à relativiser ce qu'on me disait, à me faire confiance. Et voilà, je suis la plus heureuse aujourd'hui. Je ne changerai ma vie pour rien au monde. Donc, si je peux aider... En tout cas, tu irradies. C'est vrai que... C'est gentil. Si je peux aider une maman, voilà, des personnes aujourd'hui, je serai encore plus heureuse. Et aujourd'hui, du coup, tu as encore un suivi ou pas médical? Je suis toujours suivie à l'IGR, donc l'Institut Gustave Roussy. J'y vais une fois par an et ils me font mammographie, échographie, IRM. Donc j'essaie une fois par an. Et ensuite, je pense que vous allez en parler, l'autopalpation. Alors, il faut vraiment pas que ça devienne anxiogène. Moi, je le fais pas. Normalement, c'est une fois par mois. Je le fais pas une fois par mois. En plus, en étant allaitante, on sent des petites masses. Voilà, il faut pas que ça devienne stressant. Mais voilà, sous la douche, de temps en temps, c'est vrai que je lève le bras, hop, je fais un petit check-up. Donc voilà, j'ai ça, j'ai l'IRM. J'ai un TEP scan aussi, tous les 2 ans. Et puis, j'essaye autopalpation de temps en temps quand j'y pense. Après, sans que si tu vas voir ton médecin, il peut te palper. Elle le fait. Voilà, en général, en me connaissant, tout le monde me palpe. C'est systématique. Eh bien, merci beaucoup Clémence pour ton témoignage. Merci. Franchement, t'es la force et l'espoir incarné. Je pense que tu n'as jamais été résignée dans ta maladie, tu as été bien entourée. Tu dois avoir une belle étoile au-dessus de ta tête. Je pense que j'ai une belle étoile. Effectivement, l'entourage est super important. L'entourage, le moral, et tout le monde est capable de passer ces petits challenges, ces petites épreuves de vie. Donc, c'est quand même une grosse épreuve. Une grosse épreuve de vie. Mais merci à toutes les deux. Et puis merci 1000 fois d'être venue jusqu'à nous parce que c'est vraiment trop adorable quand t'as proposé de venir. On était là, non, mais attends, on était un peu gênés pour toi, mais non, je vais venir. Ok, donc la nana, on la voit en vrai, donc elle fait un peu des complexes. Elle est trop belle et on confirme qu'elle a vraiment des très beaux cheveux. Voilà, alors qu'elle est en postpartum, je le rappelle. Arras le Touquet, merci les filles, mais c'est pas loin du tout. Et j'en ai profité pour voir ma mamie, donc c'est que du bonheur aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Du coup, on remerciera jamais assez Clémence pour son témoignage précieux, rempli de force et d'espoir. Son parcours montre à quel point le corps humain est incroyable, capable de s'adapter, de donner la vie, même après de grandes épreuves. Alors à toutes celles qui nous écoutent, chaque parcours est unique. L'allaitement après un cancer du sein, c'est possible dans certains cas, parfois avec un seul sein, parfois pour une durée plus ou moins longue, parfois pas exclusivement. Et chaque goutte de lait, chaque jour d'allaitement peut compter. En ce mois d'Octobre Rose, nous vous rappelons aussi l'importance de l'autopalpation régulière et de consulter un professionnel de santé au moindre doute. Prenez soin de vous, parlez-en autour de vous et surtout souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.